Objectif numéro 4, comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer. Pour cet objectif, nous allons procéder en 3 temps. Tout d'abord, définir ce qu'est une chaîne de valeur, pour ensuite s'intéresser aux modalités de l'internationalisation de ces chaînes de valeur, puis nous terminerons en illustrant ces chaînes de valeur qui s'internationalisent avec l'iPhone. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? Réaliser un produit, ça implique de réaliser de manière successive différentes activités. Si on essaye de les énumérer de l'amont vers l'aval, on peut citer la recherche et développement, la conception, l'approvisionnement en matières premières, en biens intermédiaires, la fabrication, l'assemblage, l'acheminement du produit jusqu'au consommateur final, le marketing, la vente, le service après-vente. Donc toutes ces activités, finalement, contribuent à ajouter de la valeur au cours de la réalisation du produit. La manière dont la chaîne de valeur est organisée définit les coûts de production de l'entreprise, mais aussi la qualité du produit. Donc là, on se rend compte que de l'organisation de la chaîne de valeur va à la fois dépendre les coûts supportés par l'entreprise, mais aussi la recette qu'elle va réaliser, parce que la qualité du produit, c'est ce qui va permettre de définir un prix accepté par les consommateurs. Par voie de conséquence, bien organiser sa chaîne de valeur, c'est assurer une marge importante à la firme. Donc c'est au cœur vraiment de la stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu central de bien organiser la chaîne de valeur. Alors comment les entreprises, les firmes parviennent à internationaliser les chaînes de valeur? Dans une logique de maximisation du profit qu'on vient d'énoncer, la firme va localiser les différents segments de la chaîne de valeur sur les territoires qui possèdent des avantages comparatifs pour assurer au mieux la réalisation de l'activité. Donc on se rend compte qu'ici, on retrouve finalement les analyses traditionnelles du commerce international, fondées sur les dotations factorielles, fondées sur les dotations technologiques, mais cette fois-ci, la spécialisation ne se fait plus sur un produit, mais elle se fait sur un segment de la chaîne de valeur, donc sur une activité intermédiaire. Alors par exemple, on peut se dire que les activités de fabrication, les activités d'assemblage vont plutôt être localisées sur des territoires où la main-d'œuvre est plutôt bon marché. C'est le cas, par exemple, d'entreprises qui font fabriquer du textile au Vietnam. Mais l'entreprise peut aussi se dire, finalement, c'est intéressant de localiser ma production dans des usines qui sont proches du consommateur final, parce que le produit que je propose est un produit qui coûte cher à déplacer. C'est le cas, par exemple, des automobiles. Si Toyota a implanté des usines en France, plus précisément à proximité de Valenciennes, eh bien, c'était pour être proche des consommateurs européens et pouvoir desservir sans avoir de coûts trop importants, des coûts de transport, les consommateurs de l'Union européenne. Si on s'intéresse à la recherche et développement, donc autre segment de la chaîne de valeur, la recherche et développement sera plutôt réalisée sur des territoires qui auront d'autres avantages comparatifs. C'est-à-dire ce qui va déterminer l'implantation, la localisation de ce segment de la chaîne de valeur, ça va être la dotation en capital humain sur le territoire.
Donc quelle est la qualité des travailleurs, quel est leur niveau de formation, mais aussi la dotation technologique. Donc dans la dotation technologique, on va penser au nombre de chercheurs sur un territoire national. Et puis enfin, cette recherche et développement, elle produit des idées. Et ces idées, évidemment, il faut qu'elles soient bien protégées sur le territoire où on les crée. Donc il faut avoir des bonnes institutions qui vont protéger efficacement la propriété intellectuelle. Donc là, à travers ces deux exemples assez simples, que sont la localisation de l'étape de la fabrication de l'assemblage, la localisation de la recherche et développement, on se rend compte que les firmes vont choisir les territoires en fonction des avantages comparatifs que possèdent ces territoires. Qu'est-ce qui a permis l'internationalisation des chaînes de valeur? L'internationalisation des chaînes de valeur, elle a été permise par un triple mouvement. Le premier élément de ce triple mouvement, c'est la globalisation financière. Grâce à la globalisation financière, la circulation des capitaux a été rendue beaucoup plus aisée. Donc elle a facilité les investissements transfrontaliers. Et donc les entreprises ont pu se déployer à l'international. Le deuxième élément, c'est l'idée de la libéralisation commerciale. On sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, les pays du monde se sont entendus, d'abord dans le cadre du GATT, puis au sein de l'Organisation mondiale du commerce, pour faire baisser les droits de douane et les autres barrières non tarifaires aux échanges. Et de cette manière-là, eh bien, il est devenu beaucoup moins coûteux de faire circuler des biens intermédiaires sur l'ensemble de la planète. Ajoutons à cela le fait que les transports ont énormément progressé, avec des innovations majeures que sont le conteneur et le porte-conteneur, qui ont permis de rendre résiduel le prix, enfin le coût du transport dans le prix final d'un bien. Enfin, il faut aussi insister sur le développement des technologies de l'information et de la communication qui facilitent la coordination d'entreprises différentes, éloignées les unes des autres, nombreuses, qui sont impliquées dans la chaîne de valeur. Alors maintenant, rentrons dans la manière dont on peut internationaliser cette chaîne de valeur. Le premier moyen d'internationaliser la chaîne de valeur, c'est de réaliser ce qu'on appelle des IDE, investissement direct à l'étranger. Un investissement direct à l'étranger, c'est un investissement transfrontalier qui va permettre à une firme de posséder plus de 10% du capital social d'une entreprise du reste du monde. Lorsque ce type d'investissement est réalisé, l'entreprise, la maison mère, eh bien, possède désormais une filiale dans un autre pays et elle devient ce qu'on appelle une firme multinationale. Il faut distinguer les investissements directs à l'étranger des investissements de portefeuille. Par convention, on considère que tout investissement qui se traduit par une possession inférieure à 10% du capital d'une entreprise étrangère est un investissement de portefeuille et pas un investissement direct à l'étranger. Parce qu'on considère qu'en dessous de ce seuil, l'investissement est beaucoup moins stable, beaucoup plus volatile. Des exemples d'IDE réalisés par des firmes multinationales, on peut penser par exemple à Intel, qui a localisé une filiale de recherche et développement en Israël. Mais il existe aussi un autre moyen de se déployer à l'international. Cet autre moyen, c'est ce qu'on appelle l'externalisation internationale. En anglais, on parle souvent d'outsourcing. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, ici, la firme ne va pas engager nécessairement des capitaux. C'est-à-dire que la firme va concéder des licences à des firmes du reste du monde.
Par exemple, une entreprise comme la De Beers confie la distribution des diamants en France à une entreprise qui est capitalistiquement et juridiquement indépendante de la De Beers en lui accordant une licence de distribution. Cette externalisation internationale peut prendre aussi une autre forme. Elle peut prendre la forme de tâches qui sont confiées à des sous-traitants indépendants. Ici, on peut prendre l'exemple d'une entreprise danoise de vêtements de travail, de chaussures de sécurité qui s'appelle Mascot. Et en l'occurrence, cette entreprise, elle confie à des fournisseurs indépendants la réalisation des tissus, des boutons, des zips, des bandes réfléchissantes, le plus souvent dans le sud-est asiatique. Enfin, nous allons essayer d'illustrer l'internationalisation de la chaîne de valeur avec un produit iconique qui est l'iPhone. Donc la production du smartphone d'Apple permet d'illustrer le concept de chaîne de valeur mondiale. En effet, l'iPhone est conçu en Californie, à Cupertino. Il est assemblé en Chine, à Shenzhen, et vendu, par exemple, en France, à Paris, dans des boutiques Apple. Donc on se rend bien compte ici que les différents segments, la conception, l'assemblage, la vente, sont réalisés sur différents territoires du monde. Si on analyse un peu plus en profondeur la chaîne de valeur mondiale de l'iPhone, on se rend compte que cette firme multinationale qui est Apple, trouve les matières premières en Océanie, c'est-à-dire qu'elle fait venir du nickel de la Nouvelle-Calédonie pour fabriquer ses iPhones, en Afrique, en extrayant du cobalt en Zambie, au Chili où elle trouve du lithium, au Brésil où finalement elle trouve des fournisseurs qui apportent de l'or. Donc tous ces éléments-là, toutes ces matières premières sont ensuite exportées vers la Chine où elles permettront les étapes de fabrication et d'assemblage. Ces biens intermédiaires ne se résument pas à ces matières premières, ce sont aussi des produits qui peuvent être des produits semi-finis. Par exemple, le contrôleur d'écran tactile ou la mémoire flash, ainsi que les écrans, les iPhones, sont fabriqués aux États-Unis et expédiés en Chine pour être assemblés. Le gyroscope est fabriqué en Italie, l'accéléromètre en Allemagne. Donc on se rend compte qu'il y a des flux très très nombreux de biens intermédiaires sur les 5 continents pour justement être capable de fabriquer ce smartphone. Grâce à cette organisation de la chaîne de valeur, Apple est une entreprise qui est extrêmement profitable. C'est-à-dire que sur un iPhone, elle parvient à dégager une marge brute qui est proche de 70%. C'est-à-dire qu'un iPhone coûtant 1 000 €, il y a 700 € de marge pour Apple. Donc on se rend bien compte que, en termes de stratégie d'entreprise, la manière dont elle va implanter les différents segments de la chaîne de valeur dans les différents territoires du monde, en sélectionnant ces territoires en fonction de leur avantage comparatif spécifique, est extrêmement important dans la stratégie d'entreprise. Pour résumer cet objectif numéro 4, le concept de chaîne de valeur, ça désigne l'enchaînement des différentes activités qui permettent la réalisation d'un produit final. Chacune de ces activités ajoute de la valeur au produit. La rentabilité de la firme dépend de la manière dont est organisée la chaîne de valeur.
puisque la structuration de cette chaîne détermine d'une part les coûts de production, c'est-à-dire le coût total, et d'autre part la qualité du produit final, c'est-à-dire les recettes totales. Pour maximiser le profit, on rappelle, le profit c'est la différence entre les recettes totales et le coût total, la firme va localiser les différents segments de la chaîne de valeur sur les territoires qui possèdent les avantages comparatifs appropriés. La firme peut internationaliser cette chaîne de valeur, soit en réalisant des IDE, dans ce cas, une FMN apparaît, soit en recourant à l'externalisation internationale. La production de l'iPhone permet d'illustrer l'internationalisation de la chaîne de valeur.